Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. Tout de suite pour commencer, les échos de la fête de la Nativité. 2 morts et 192 consultations ont été enregistrées par le service des urgences de la JIRA. La plupart de ces consultations ont pour origine des accidents de circulation et des accidents domestiques. Les détails avec Radwa Manazatouf sur les images de Anza Razonarville. 192 personnes ont été consultées pendant la journée du 24 décembre jusqu'au 25 décembre. 49 ont été hospitalisées, dont des victimes d'accidents de circulation. Des cas d'accidents à responsabilité civile sont également enregistrés. Ils ont été causés par des bagarres liées à la consommation d'alcool et à la prise de stupéfiants. Concernant les intoxications, il n'y a eu qu'un cas qui a nécessité une évacuation d'urgence. Par ailleurs, 2 décès ont été enregistrés, dont l'un était cet inconnu qui se serait noyé dans la rivière d'Ikoup. Comparé à l'année 2022, ces chiffres ont connu une baisse. Et 65 personnes ont été appréhendées par la police lors de la fête de la Nativité. Elles ont été arrêtées, notamment pour pickpocket, cambriolage et consommation de drogue. Concernant les accidents de circulation, 4 cas ont été enregistrés. Par ailleurs, 4 corps ont été trouvés sans vie, toujours d'après la police nationale. Pour rappel, environ 2000 éléments de la police ont été mobilisés les 24 et 25 décembre. Analakeli, aux alentours de l'hôtel de ville, et à Mbouzatouf ont été pleins de monde hier. Les habitants de la capitale y ont emmené leurs enfants pour se promener et se divertir, notamment pour prendre des photos souvenirs. Sai Sylvain, Andiniana Martina, Sechanjanab, Enza Ranjansu. Un jardin verdoyant, décoré pour Noël, a attiré les familles à visiter Mbouzatouf hier. Les portails du jardin ont été ouverts à 10 h du matin pour le grand bonheur des enfants qui ont eu droit à différents jeux. À noter que l'entrée était gratuite. Après Mbouzatouf, la balade s'est poursuivie à Nalakel devant l'hôtel de ville. De nombreux divertissements y ont été installés comme les petites montagnes russes et autres châteaux gonflables. Le Père Noël était également au rendez-vous. La célébration de Noël a donc été spéciale pour les familles qui ont choisi d'y venir. Après les nombreuses animations à Nalakel et à Mbouzatouf, les familles que nous avons interrogées sont allées à Antanaren pour voir les lumières et les nombreuses décorations lumineuses. Et puis, environ 700 enfants du village de Saharalou, commune rurale d'Antirabé, ont reçu des friandises, des biscuits, du pain et des bananes émanant d'une personne généreuse et du maire. Avant cela, il y avait un enseignement et un partage sur Noël. Cela a été fait pour que tous les enfants du village de Saharalou soient égaux. Jameson Rajanarmanan de Viva Antirabé. Dimanche, tous les enfants de moins de 15 ans se sont rassemblés sur la place publique du village de Saharalou, commune rurale d'Antirabé, dans le but de les informer, de partager et de leur enseigner sur Noël. Après cela, des friandises, des biscuits, du pain et des bananes leur ont été distribués. Environ 700 enfants ont bénéficié de ces dons généreusement offerts pour les réjouir en ce Noël. Cette action a été suivie de diverses animations et concours, à l'issue desquels des sommes d'argent ont été remises aux gagnants. Et dans les actualités également, le dernier alinéa de l'article 20 du projet de loi de finances 2024 n'est pas conforme à la Constitution, souligne la Haute Cour constitutionnelle dans sa décision du 19 décembre dernier. Cet alinéa stipule qu'il est autorisé la création et la perception par le ministère en charge de l'artisanat, au profit du budget général de l'État, d'une redevance au titre des services rendus intitulée « Droit relatif à la certification des produits artisanaux faits main destinés à l'exportation ». La HCC demande au ministère de l'Économie et des Finances son retrait. Les détails.
Après que l'Assemblée nationale et le Sénat aient adopté fin novembre et début décembre le projet de loi de finances 2024, celui-ci est passé devant la Haute Cour constitutionnelle. Après examen, les juges ont rendu un arrêt le 19 décembre déclarant inconstitutionnel le dernier alinéa de l'article 20 de ce projet de loi. Ce point stipule qu'il est autorisé la création et la perception par le ministère en charge de l'artisanat au profit du budget général de l'État, d'une redevance au titre des services rendus intitulée « Droit relatif à la certification des produits artisanaux faits main destinés à l'exportation ». Les juges de cette institution demandent au ministère de tutelle de supprimer ce dernier point. Dans un tout autre sujet, le centre de formation de Manatatel, dans la commune de Soneran, a été remis officiellement à l'église luthérienne. C'est le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et le gouvernorat de la région d'Anos, qui l'a réhabilité. C'est Sylvain Andinian Martina. Les jeunes qui n'ont pas suivi un cursus universitaire, mais qui désirent obtenir un diplôme, les jeunes qui veulent œuvrer dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage sont les cibles de ce centre de formation récemment créé à Manatatel, commune de Soneran. L'infrastructure a été entièrement rénovée pour pouvoir recevoir beaucoup plus de jeunes, créer de l'emploi, mais surtout développer la région d'Anos, soutient le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Arfid Ramilsan. Ce projet fait partie du format PROD initié par le ministère. Mis à part le centre, l'église luthérienne de Manatatel a également été dotée de 18 terrains pour que les jeunes puissent produire. La rentrée se fera au début de l'année 2024. Toujours selon les explications, ce sont le synode régional et le gouvernorat d'Anos qui gérera ce centre. En sport, Laura Rassouanev, la judokate malgache, a fait une saison exceptionnelle cette année. Elle termine en tête du classement mondial des juniors de moins de 70 kg et a remporté 10 médailles d'or dans les 18 compétitions auxquelles elle a participé. Détail avec Andinian Martina. Laura Rassouanev intègre le top 3 du classement mondial après un double sacre en Tunisie avec l'Open d'Afrique et la Coupe d'Afrique Junior, ainsi que la médaille d'or de la Coupe d'Afrique Junior d'Alger et le bronze en Open d'Afrique en mars 2023. En avril, elle devient numéro 1 mondial après 2 autres médailles d'or à Luanda, Angola. En août, elle remporte 2 médailles d'or à Niamey au Niger, une autre au championnat d'Afrique junior et une autre aux Jeux de la francophonie. Lors des Jeux des îles à Antananarivo, elle remporte également 2 médailles d'or en individuel et en équipe. Elle ajoute une autre médaille d'or à son actif lors des championnats d'Afrique senior. Dans la catégorie des seniors, Laura Rassouanev améliore aussi son classement. Elle passe de la 58e mondiale en mai à 40e avec 1162 points en cette fin d'année. Elle est 2e en Afrique derrière la Tunisienne Nihel Landosli qui est créditée de 1190 points. Pour 2024, l'objectif de Laura Rassouanev reste les Jeux olympiques de Paris. Et on poursuit par les actualités internationales. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a été chahuté lors d'un discours au Parlement par des familles d'otages retenues dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre contre le Hamas il y a 80 jours. Maintenant, on scandait des parents d'otages à plusieurs moments du discours, alors que le Premier ministre déclarait que les forces israéliennes avaient besoin de plus de temps pour obtenir leur libération. France 24. Effectivement, une atmosphère très houleuse, Florence, en présence, comme vous l'avez dit, des familles des otages qui étaient présentes dans les tribunes du public, derrière des vitres. Elles ont brandi des pancartes avec écrit « Et si c'était ton fils ?» en s'adressant au Premier ministre israélien, à propos évidemment des otages. Et quand celui-ci a pris la parole et qu'il a expliqué qu'il demandait du temps
pour atteindre ces objectifs militaires. Alors certains membres de ces familles ont crié mais il n'y a plus de temps, et à ce moment-là tout le monde a repris en chœur le slogan qui est devenu celui de ce mouvement, de cette tendance politique portée par les familles des otages. Maintenant, séance houleuse, donc avec aussi des passes d'armes entre des membres de la majorité et des membres de l'opposition, comme entre ce ministre qui a dit à l'opposition: vous devriez avoir honte de votre comportement, et une députée de l'opposition qui lui a répondu: mais vous feriez exactement la même chose à notre place si vous étiez dans l'opposition, vous voudriez bouter hors du pouvoir des incompétents comme vous. Un député du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, a lui proposé de reconquérir le nord de la bande de Gaza pour s'y réimplanter, ce qui n'est évidemment pas accepté par l'opposition, et qui, elle, de son côté, critique aussi la politique gouvernementale sur l'aspect économique et social. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a énormément de réservistes qui sont mobilisés pour participer à l'effort de guerre, et c'est autant de gens qui doivent quitter leur famille, bien sûr, mais aussi leur emploi. Et il y a, dans de nombreuses familles, un manque à gagner et une situation de paupérisation, et selon l'opposition, il n'y a pas de réponse apportée sur le terrain économique et social par le gouvernement, et c'est source donc de beaucoup de contestation. Donc pour toutes ces raisons, la pression politique se fait plus forte sur le Premier ministre israélien, et ce d'autant plus qu'aujourd'hui, le tribunal de Jérusalem a annoncé que le procès contre Benjamin Netanyahou pour corruption, pour d'autres chefs d'accusation, allait reprendre en février. Donc la situation devient vraiment complexe pour le Premier ministre. Il a encore éventuellement une carte dans sa manche et petite marge de manœuvre avec cette proposition de trêve qui émane du Caire, des Égyptiens, et ça doit être discuté justement ce soir ici à Jérusalem par le gouvernement, enfin avec cette réunion en Conseil des ministres, ce qu'on appelle ici la réunion du cabinet de guerre. Des manifestants serbes dénonçant des fraudes électorales ont paralysé plusieurs rues à Belgrade, notamment devant le gouvernement. Principal allié de Belgrade, Moscou est monté au créneau, accusant l'Occident de chercher à déstabiliser la Serbie. France 24. Ils bloquent les rues pour se faire entendre. Lundi, des centaines de manifestants ont entamé un sit-in. Ils comptent bien s'installer dans cette petite rue du centre de Belgrade, siège notamment du ministère de l'administration publique. Un moyen pour eux de contester les résultats des élections législatives et municipales du 17 décembre, dont le parti du président Aleksandar Vučić est sorti grand gagnant. Il ne suffit pas d'annuler et de recommander les élections, mais de réglementer l'ensemble du processus électoral, afin que les irrégularités que nous avons connues ne se reproduisent plus jamais. La veille, de violents affrontements ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre. Des vitres de la mairie de Belgrade ont été totalement détruites. Regroupés à l'intérieur de l'hôtel de ville, les policiers ont chargé les manifestants pour amener le calme, à l'aide notamment de gaz poivre. Le vote est extrêmement contesté alors qu'une équipe d'observateurs internationaux a pointé de nombreuses irrégularités, dont des bourrages d'urnes. Pour dénoncer le résultat, la chef de l'opposition s'est même mise en grève de la faim. La seule chose que l'État est censé offrir, c'est la possibilité que les électeurs puissent élire librement leurs dirigeants. Mais ils nous ont volé cette élection. Vučić, vous n'avez pas volé une seule voix, mais des milliers. Le président Vučić nie toute fraude électorale et fustige une tentative de prise des institutions. Lundi, le dirigeant nationaliste a reçu le soutien de la Russie, allié traditionnel de Belgrade, qui accuse les Occidentaux de vouloir déstabiliser le pays. Pour terminer, en Île-de-France, des fouilles préventives lancées à Mantes-la-Jolie pour réaliser des travaux d'urbanisme ont permis de mettre à jour un cimetière et des caves datant du Moyen-Âge. Reportage. Oui, du coup, on a vu les squelettes et je pense que c'est un peu la principale chose pour laquelle on est venus tous. Et puis non, on a appris plein de choses. Les archéologues étaient là pour nous expliquer. Si on avait des questions, ils ont répondu à toutes nos questions. J'ai envie d'être archéologue.
On a commencé le décapage, c'est-à-dire à ouvrir le terrain, à enlever tous les niveaux supérieurs en fin septembre, donc sur une surface d'environ 600 m², 650 m². On a réussi à trouver assez rapidement à 1 mètre de profondeur les premières sépultures, donc les squelettes, tout ce qui formait le cimetière paroissial de l'ancienne église Saint-Maclou, donc du Moyen-Âge. Puis on a réussi à continuer et à trouver tout l'ensemble de l'îlot urbain. Pour l'instant, ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement j'ai une habitude d'inhumation plutôt ancienne, puisque j'ai l'impression d'avoir plutôt des fosses avec des couvercles, des contenants sans clous et quelques empierrements, donc c'est plutôt ancien, ce qui correspondrait effectivement à cette période plutôt du XIIIe siècle. Après, il va falloir attendre l'étude ensuite en post-fouille, donc après lavage des os. Nous sommes des archéologues du préventif, donc c'est une habitude. Nous n'avons pas du tout le même temps par rapport à tous nos collègues de l'université ou du CNRS. Nous avons cette mission qui est effectivement de finalement préserver avant les travaux, avant la destruction, ce qui est complètement différent de missions par exemple sur des fouilles programmées, sur de longs cours à l'étranger, où les enjeux ne sont pas du tout les mêmes en fait. Il y a besoin de fouiller préalablement à la réalisation de ces travaux pour être sûr de ne pas détruire les vestiges et d'avoir une connaissance précise des sous-sols de Mantes-la-Jolie et de son histoire. Toute feuille archéologique va entraîner forcément des surcoûts, des délais par rapport aux travaux qu'on envisage. Mais on a la chance ici à Mantes, comme d'autres villes ailleurs, d'avoir une histoire longue derrière nous, dont on est héritier et passeur. Parce qu'en fait, l'entrée c'était de côté. Mesdames et messieurs, c'était les points essentiels de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.